Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode de Nutstalk, découvre comment les fluctuations hormonales peuvent influencer la performance sportive des athlètes féminines. Juliana Antero, chercheuse spécialisée dans le sport de haut niveau, révèle les clés pour optimiser l'entraînement en fonction des cycles hormonaux. Tu pourras découvrir également l'importance du rendement des séances d'entraînement pour la performance sportive, les spécificités liées aux fluctuations hormonales et leurs impacts sur l'entraînement, l'identification de 3 hormones clés et leur rôle, la mise en évidence de phases propices à certains types d'entraînement en fonction du cycle menstruel, et enfin l'importance pour chaque femme de connaître son profil hormonal pour maximiser ses performances. Bonne écoute! Bonjour Juliana, comment ça va? Bonjour Mehdi, ça va très bien. Et toi? Ça va super bien, je te remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je m'appelle Juliane Antero. Je suis chercheuse dans le sport de haut niveau. Je travaille à l'INSEP où je dirige une équipe de chercheurs sur les spécificités des athlètes féminines. Donc, on accompagne les sportives en préparation pour les Jeux olympiques. Donc tu es vraiment spécialisée dans la performance dans le sport pour les femmes. Pour les femmes de très haut niveau en particulier parce que sont celles qui se préparent pour les Jeux olympiques d'été ou d'hiver. D'accord. Du coup, ça tombe bien. Pour toi, c'est quoi la définition de la performance? Pour moi, la performance, c'est les rendements de toutes les séances d'entraînement. Donc, une bonne performance égale un bon rendement des entraînements. Ce sont des entraînements optimisés. Et une mauvaise performance, c'est alors un mauvais rendement par rapport à tout ce qu'on avait planifié en termes d'entraînement et des résultats attendus. C'est quoi un bon rendement? Comment Un tu peux le bon définir? rendement, c'est savoir tirer au maximum des profits de l'entraînement pour optimiser tous les potentiels gains en termes de, je sais pas, ça dépend de chaque discipline, mais en termes de puissance, d'explosivité, d'endurance, et donc de pouvoir extraire au maximum de chaque séance d'entraînement pour atteindre les objectifs de performance. Du coup, en amont de chaque entraînement, tu définis ce que la personne est capable de faire. Comment est-ce que tu définis ce genre de choses à l'individu? Non, là, ça, c'est pas mon rôle de définir les critères, bien que on travaille avec les athlètes olympiques. Le but, c'est une médaille olympique. Dans la plupart des cas, c'est une médaille d'or aux Jeux olympiques, notamment ici à Paris. Mais ça, c'est l'athlète qui définit, c'est son critère de performance avec son entraîneur. Et après, l'idée d'optimiser l'entraînement, ça passe d'abord par comprendre quels sont les déterminants de la performance, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui ont une influence sur la performance. Donc, quels sont les facteurs qui ont une influence sur chaque séance d'entraînement, parce que la performance est construite au fur et à mesure lors des entraînements. Donc, on va essayer de comprendre quels sont ces facteurs et essayer d'améliorer ces facteurs dans la mesure du possible. Pour Alors, tu parles de que les buts puissent être atteints pour chaque athlète. super. Alors, tu parles de facteurs. Du coup, tu es spécialisée dans les athlètes féminines. Mhm. C'est quoi les spécificités d'un entraînement pour les athlètes féminines? Alors, déjà, c'est comme pour les garçons, la performance et les résultats des multiples facteurs. Donc, pour les femmes, ça sera des mêmes. Mais ce qui est spécifique aux athlètes féminines, je cite notamment les fluctuations hormonales qui sont cycliques et d'une durée d'environ 1 mois pour celles qui ont un cycle menstruel naturel. Pour celles qui prennent la pilule
les fluctuations hormonales, elles sont plus standardisées, mais ont des phases aussi. Donc ça, c'est spécifique parce que les athlètes vont s'entraîner avec des milieux hormonaux différents. C'est-à-dire parce que je suis obligée d'expliquer un peu sur les cycles menstruels et les contraceptions hormonales pour expliquer des spécificités. Donc, si je prends l'exemple d'un cycle menstruel en absence de contraception hormonale, nous avons alors plusieurs phases, parce que quand on parle cycle menstruel, on pense qu'il y a la période des règles, mais ça, c'est une partie visible du cycle. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer entre la période des règles et les prochaines périodes des règles, parce que ce sont toutes ces phases qui vont avoir lieu définies par les fluctuations hormonales. Et ces hormones-là ont une influence sur le bien-être, sur l'entraînement et sur la performance des athlètes. Parce que nous avons des hormones qui vont, de façon très schématique et très simple, il y a des hormones qui vont améliorer la performance et il y a des hormones qui vont rendre la performance un peu plus difficile. Elles seront plus fatiguées en présence de ces hormones-là. Et donc, on va comprendre pour ces athlètes quel est leur profil de réponse à ces variations hormonales. Et donc, quand on identifie les phases où elles ont une poussée d'hormones favorable à la performance, on peut alors espérer optimiser ses entraînements. Donc, on va placer plus un tel type de séance à tel moment pour avoir plus de gains. Vous voyez, avoir un meilleur rendement, donc une meilleure performance. Et pour celles qui prennent une contraception hormonale, on va investiguer les différentes phases parce que normalement, ce sont 21 jours de pilule, 7 jours de pause. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe parmi ces deux phases, donc 21 jours versus 7 jours, pour d'une part évaluer l'impact de la pilule sur l'entraînement, est-ce qu'elle est bien adaptée ou pas, et comment aussi elle répond à ces fluctuations hormonales pour, encore une fois, tirer profit de ces fluctuations hormonales. Sachant que chez l'homme, il y a aussi des fluctuations hormonales, sauf qu'elles sont journalières. Ça varie. Normalement, par exemple, il y a un peu plus de testostérone chez l'homme les matins et qui diminue au cours de la journée. Chez la femme, c'est différent. Et les hormones, il y en a aussi les fluctuations de la testostérone, mais il y a la fluctuation d'autres hormones. Et donc, c'est de comprendre à l'échelle d'environ un mois comment on peut tirer profit de ces fluctuations hormonales. Alors, tu as parlé de beaucoup de choses, c'est super intéressant. Tu as parlé du coup, on va d'abord parler des phases. Tu as parlé de plusieurs phases, donc une de 21 jours de pilule et une de 7 jours de pause. C'est bien ça? Oui, pour Est-ce que celles tu qui peux... prennent une contraception hormonale. Cela dit, il y a parfois des pilules qui n'ont pas de phase, c'est-à-dire elles sont continues. En ces moments, c'est pas pour ces athlètes-là qu'on va s'épancher sur les questions de fluctuations hormonales parce que pour elles, les fluctuations hormonales sont minimes. Ça concerne toutes les athlètes qui prennent la pilule en continu. Mais pour les autres, on va s'intéresser aux différentes phases, soit parce qu'elles prennent la pilule et font une pause, soit parce qu'elles ne prennent pas la pilule et donc elles sont marquées par des fluctuations hormonales d'autant plus importantes. D'accord, donc du coup, quand on prend la pilule, on a des fluctuations moins importantes. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup qu'est-ce qui joue, les différentes hormones, lesquelles sont bénéfiques sur Ok, les entraînements? j'explique. Donc, ce que nous avons constaté au long de nos recherches, mais aussi dans la littérature scientifique, c'est qu'il y en a globalement 3 hormones principales qui ont une influence sur l'entraînement et la performance des athlètes. Donc, j'aime bien faire ces parallèles pour être plus simple, pour expliquer cette physiologie féminine. Si ces 3 hormones étaient des super-héroïnes ou des super-héros, de façon schématique, la première hormone, les estrogènes, en fait, serait la super-héroïne Wonder Woman. Parce que c'est une hormone qui va rendre l'athlète plus énergétique, plus motivé, plus puissante. C'est une hormone aussi très intéressante pour la prise des masses musculaires. C'est une hormone aussi qui réduit un peu l'appétit parce elle joue
un rôle sur les métabolismes du glycogène. Ok, donc ça c'est une hormone. On va considérer c'est l'hormone Wonder Woman aussi de la bonne humeur. C'est une hormone alors qui est dans les différentes phases du cycle. J'explique. Il a la première phase et lors de cette première phase déterminée par les règles, les hormones sont au plus bas. Puis on va s'approcher de l'ovulation et cette hormone-là, Wonder Woman, elle monte. Donc globalement, mais cela n'est pas valable pour toutes les femmes, donc l'intérêt que chaque femme puisse se connaître pour identifier son propre profil, mais je parle ici globalement, il y a cette montée de cette hormone Wonder Woman à l'approche de l'ovulation. Donc en général, cette phase, elle est très propice aux entraînements de force, de haute intensité. C'est là où on pouvait espérer construire plus de masse musculaire parce qu'il y en a une autre hormone qui monte aussi avec cette hormone Wonder Woman. Ça serait alors en ce moment, c'est la testostérone. Donc très associée aussi avec la performance. Mais il y en a une autre hormone qui joue un rôle sur l'entraînement, que c'est la progestérone. Et si c'était une super-héroïne, ça serait plutôt Batgirl. Pourquoi c'est parallèle? Parce que c'est une hormone plus associée à la nuit, à la qualité du sommeil, à l'introspection. Et c'est une hormone qui va monter la fréquence cardiaque au repos. Donc, dans des études précédentes, il a été montré qu'il réalisait des entraînements de type HIIT, des hautes intensités, en présence de la progestérone, les femmes vont se sentir plus fatiguées. Donc, cette hormone, elle va apparaître après l'ovulation. Donc, je parlais bien de la première phase, ce sont les règles, les hormones sont plus bas. Ensuite, nous avons une phase avant l'ovulation, il y a la montée de l'hormone Wonder Woman. Ensuite, il y a l'ovulation, il y aura l'hormone Batgirl, mais il y aura la Wonder Woman aussi. Et ce qui fait que les profils de chaque femme sont différents, ça dépend de la quantité de chacune de ces hormones dans cette autre phase. Donc, dans cette phase, quand il y aura beaucoup de Batgirl, très peu de Wonder Woman, certaines femmes vont se sentir plus fatiguées aux entraînements très intenses, mais elles auront aussi beaucoup de symptômes. Et là, les femmes elles savent très bien ce que je veux dire avec les symptômes, mais pour bien expliquer, les symptômes sont parfois les douleurs au ventre, sont des troubles digestifs, les ballonnements, la rétention d'eau, les maux de tête. Donc, tous ces symptômes ont une influence aussi sur l'entraînement et la performance des athlètes. Et puis, ces hormones vont chuter à nouveau et ça recommence à nouveau. Donc, c'est hyper intéressant de voir l'effet de chaque phase sur chaque athlète pour qu'on puisse déjà d'une part anticiper les meilleures phases pour adapter l'entraînement et les phases les plus difficiles, essayer de comprendre pourquoi elles sont difficiles et comment on peut atténuer ces côtés difficiles. Et donc, du coup, tu adaptes l'entraînement à chaque phase hormonale. Pas forcément à chaque phase. Globalement, on divise les cycles en deux. On va identifier les deux meilleures phases. Disons, par exemple, c'est la première moitié du cycle ou juste après les règles, on va prendre environ 15 jours. Dans ces 15 jours, on va préconiser plus d'entraînement, par exemple, de puissance, d'explosivité, d'hypertrophie, les séances les plus intenses. Quand il s'agit des sports collectifs où on va faire la séance avec tout le monde, on va préconiser cela pour la préparation physique. Et parce que nous travaillons avec des sports co aussi, éventuellement, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont suivis avec des capteurs de puissance, des GPS, etc. Donc, on va voir dans leur GPS qu'elles n'ont pas réalisé assez des sprints. Disons, elle a fait un entraînement en groupe, technique, en foot par exemple. Elles ont fait un entraînement où pour des questions techniques, elle n'a pas couru assez ou assez vite, elle n'a pas fait assez d'accélération. On préconise alors qu'elle puisse faire des séances de sprint parce qu'elle était dans sa meilleure phase. C'est là où elle va réussir vraiment à atteindre des très hautes vitesses. Comme ça, elle va être toujours très bien entraînée, dans le sens où elle va toujours chercher son max au moins une fois par mois.
Et après, il y a les deux autres moitiés où on préconise d'entretenir les gains obtenus dans cette première moitié. D'accord, super. Et donc du coup, euh, je suppose que c'est très facile d'identifier les phases pour une fille qui est réglée. Mais du coup, Mhm. pour une fille qui n'est pas réglée, comment elle fait pour identifier ces phases-là? Est-ce que ça fluctue tout le temps? Est-ce qu'elle est en constante recherche ou est-ce que non, il y a un cycle quand même? Quand tu dis qu'elle n'est pas réglée, ce sont les athlètes qui n'ont pas leurs règles. Ouais, c'est Ça, ça. Ouais. oui. Donc, déjà, ça, c'est un point très important parce que bien qu'ils commandent dans le sport, de haut niveau ou amateur, donc on voit bien que celle qui pratique beaucoup de sport et il a un risque supérieur à celle qui ne pratique pas de sport d'avoir ce qu'on appelle l'aménorrhée secondaire. C'est cette absence de règles. Mais ça, c'est pas l'idéal pour la performance. Pourquoi? Parce qu'en fait, un cycle régulier, il témoigne d'un état de bonne santé de l'athlète. Parce qu'en fait, les cycles, c'est pas juste, ah, bah, voilà, j'ai les règles et tout, et ça arrive, non. C'est que les règles, c'est juste les résultats de l'ovulation. Et pour que l'ovulation, elle puisse avoir lieu, il faut tout un environnement hormonal équilibré. Parce qu'en plus, ces hormones-là, il y a une organisation, c'est des l'axe gonadotrope, c'est-à-dire, c'est une sorte de Wi-Fi entre les cerveaux et les gonades qui vont produire les hormones. Donc, il a tout un équilibre dans l'ensemble du corps, ok, qui n'est pas lié aux ovaires. Il a tout un équilibre sur plusieurs systèmes du corps pour avoir un équilibre hormonal qui alors assure l'ovulation. Et si on a de l'ovulation, on a ensuite les règles derrière. Ok? Et donc, on n'a pas les règles, c'est parce que déjà une sorte de déséquilibre s'est installé. Et ce déséquilibre, au-delà de tout autre trouble du cycle, il est normalement associé à un déficit énergétique, c'est-à-dire l'athlète, elle dépense là, en termes d'énergie, elle dépense beaucoup, mais ce qu'elle consomme en termes d'énergie, c'est qu'elle va manger et c'est inférieur à ce qu'elle dépense. Et donc, quand c'est là, c'est déficit énergétique, il est créé, il est installé et cela persiste de façon chronique, le corps, à un moment donné, il n'a pas assez d'énergie pour faire tout fonctionner. Donc, il va devoir prendre une décision. Il dit, ben, je ne peux pas arrêter les systèmes musculaires, les systèmes cognitifs. Qu'est-ce que je vais arrêter? Ben, les systèmes reproductifs. Donc, il arrête l'ovulation. Mais ça montre encore déjà qu'il commence à s'approcher d'un seuil, d'une limite d'adaptation. On sait que l'athlète, pour progresser, pour améliorer, elle a besoin, et elle ou ils ont besoin d'avoir des marges d'adaptation. Parce que s'il à un moment donné, la séance elle est bien plus exigeante, il a encore de la marge, il va s'adapter à cette séance, il va créer des adaptations physiologiques pour progresser. S'il s'approche trop de cette limite, commence à avoir moins de marge, des progressions. Et donc, des athlètes qui n'ont pas leurs règles, en premier temps, elles vont pas sentir l'impact sur leur performance. Mais c'est là, avec les temps, pour plafonner leur performance et augmente aussi les risques de blessures. Et les athlètes aussi qui se blessent en étant en situation d'améliorer, normalement, elles prennent plus de temps pour revenir parce que leur manque une hormone essentielle, c'est la Wonder Woman. C'est comme si leurs ovaires étaient proches d'une ménopause. Donc, elles n'ont pas cette hormone essentielle à la prise de masse musculaire, au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, ça, c'est un facteur de risque, en fait, ne pas avoir les règles. Et Donc, la donc elle première se chose, prive, c'est de corriger cela. ouais, donc elle se prive d'amélioration de performance, mais aussi en termes de santé, c'est également très négatif. Oui, c'est ça. Même si c'est pas dans l'immédiat. Et c'est pour ça que c'est un peu trompeur. Parce que
Beaucoup de femmes, du moment qu'elles n'auront plus leurs règles, elles vont progresser en termes de performance. Parce que, et ça pour des sports où il y a un rapport puissance et poids intéressant. C'est-à-dire, on perd du poids, on améliore notre puissance, donc on progresse. Sauf qu'entretenir ces systèmes, c'est très difficile. Donc, elles vont progresser dans les courts termes. Elles vont aussi, dans les moyens termes, éventuellement garder cette performance, mais à long terme, c'est difficile. Et c'est là parce qu'après, elle va devoir se priver de plus en plus de nourriture et de créer des déficits de plus en plus importants pour entretenir ces systèmes, et à un moment donné, c'est plus possible. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un facteur d'alerte, un signe d'alerte pour l'athlète. J'ai pas de règles. C'est pas une raison de paniquer, ça arrive, mais il est important de chercher la cause avant que cela s'installe de façon durable. Et avant de ne plus du tout avoir les règles, les premiers signes, c'est un cycle irrégulier. Donc, plus il devient irrégulier, c'est-à-dire de plus en plus long. Donc, un cycle moyen, normal, il a environ 28-30 jours. Mais s'il est de plus en plus long, c'est-à-dire il vient à chaque fois 32 jours, 35 jours, 38 jours, donc bientôt elle aura plus ses règles. Et là, ça sera un problème. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important de suivre son cycle quand on est un athlète, parce que c'est là pour être un indicateur de bonne santé et donc de performance. Super, c'est vraiment très complet. Alors j'ai plein de questions qui viennent, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Est-ce que le sport, par exemple, que ce soit du trail, de la musculation ou autre sport, cela influence quoi que ce soit, ou non, c'est la même règle dans tous les sports? Sur quels paramètres? Au niveau des hormones et au niveau de la performance en général? En fait, oui, il y a des influences selon les types de sports. Par exemple, on sait que suite à une séance très intense, il y a une augmentation les lendemains de la testostérone. Et donc, il a une influence sur les hormones. Mais il n'y aura pas un sport qui justifierait d'avoir une absence de règles, par exemple. Sauf que les sports d'endurance et des ultra-endurance sont ceux qui bénéficient d'une perte de poids, ou alors des sports à catégorie des poids aussi, où il y a des contraintes des poids qui font que beaucoup de femmes, elles vont alors diminuer leur rapport énergétique. Et comme j'ai expliqué, quand on diminue l'apport énergétique de façon chronique, donc il peut avoir un déséquilibre hormonal et donc l'absence d'ovulation et donc absence de règles. Ok, je vois, c'est très clair. Est-ce que le système de contraception joue également sur les différentes phases? Donc, tu as parlé de la pilule, mais il existe d'autres systèmes de contraception. Est-ce que c'est la même chose ou c'est différent? Globalement, on arrive à diviser ces deux groupes, un cycle naturel et cycle avec contraception. Dans les cycles naturels, on peut inclure aussi les stérilés de cuivre. Il rentre dans les cycles naturels parce qu'il n'arrête pas la fonction ovarienne, elle va continuer à ovuler. C'est de même pour les stérilés hormonales. Donc, pour celles qui ont un stérilet hormonal et continuent à avoir ces règles de façon régulière, on va les considérer dans les groupes naturels parce qu'elles continuent à avoir l'ovulation et surtout elles continuent à avoir des niveaux ou des hormones d'estrogène assez comparables au cycle naturel. Donc, on peut considérer dans les groupes naturels, sauf si elle a un cas d'absence de règles. Et sinon, dans les groupes de contraception hormonale, normalement, il y en a, on peut diviser deux phases. Donc, c'est la phase où elle arrête cette contraception. Parfois, cet arrêt dure 7 jours, parfois dure 4 jours. Ça concerne aussi les anneaux. Donc, c'est 21 jours, puis on pose les 7 jours. Donc, on s'intéresse à ces deux phases-là. Et la différence sont les moyens de contraception continus. Donc, soit elle prend la pilule en continu sans arrêt,
soit elles ont des implants et dans ces cas, elles n'ont pas des phases hormonales. Il y a des fluctuations, on sait qu'ils continuent quand même à avoir une petite fluctuation, mais là, la fluctuation, elle est très petite pour être si importante à prendre en compte. D'accord, très bien. Est-ce que on peut, donc du coup, tu as parlé que ça peut durer 4 jours, la phase d'arrêt, ou alors 7 jours. Est-ce que on peut jouer avec cette phase d'arrêt pour augmenter ses performances suivant si on arrive sur une phase où l'entraînement est intense ou au contraire on arrive sur une phase peut-être de compétition, etc. Là, aujourd'hui, jusqu'à là, nous avons déjà suivi plus d'une centaine de sportifs en préparation olympique. Pour celles qui prennent la pilule, nous n'avons pas trouvé un réel intérêt d'adapter les séances en fonction des phases de la pilule. Par contre, nous avons observé pour certaines une diminution de leur puissance pendant la phase qu'elles prennent la pilule. Donc, pendant 21 jours, elles avaient moins de puissance que pendant les 7 jours de pause. Et ça arrive parce que aussi, enfin, je ne sais pas si c'est parce que, j'ai pas encore des moyens de faire les liens des causalités, mais on a observé en parallèle une diminution de la testostérone pour celles qui prennent la pilule. Donc, pendant les 21 jours de pilule, elles ont moins de testostérone que pendant les 7 jours de pause. Donc, c'est là pour expliquer ces différences. Et dans les cas des sportifs qui recherchent la très haute performance, on peut s'interroger sur l'intérêt de cette pilule pour cet athlète. OK? Mais dans la plupart des cas, ce qu'on observe, c'est qu'elles sont stables tout au long des 28 jours, c'est-à-dire pendant les 21 jours de pilule, pendant les 7 jours de pause, elles sont stables. Et c'est ce que l'on souhaite quand on prend la pilule, parce qu'on va diminuer les fluctuations hormonales, on les arrête pas complètement, mais on diminue, on va mettre les ovaires globalement au repos, et donc il n'aura pas d'ovulation. C'est ce que l'on souhaite avec une pilule. Et donc, elles sont plutôt stables et c'est c'est ce qu'on devrait espérer en prenant la pilule. Par contre, qu'on voit aussi, c'est les cas déjà que nous avons observés, les athlètes, elles avaient moins de performance, enfin moins de puissance, ou elles se sentaient moins bien pendant la pause de la pilule. Et ça, par contre, il n'y a pas beaucoup d'essence d'avoir, pour celles qui prennent la pilule et qui font la pause, d'avoir trop mal pendant ces 7 jours, d'avoir des douleurs, de n'être pas en mesure de bien performer, c'est peut-être un indice que cette pilule n'est pas la bonne pour l'athlète. Et on peut même se questionner sur l'intérêt de cette pause pour cet athlète. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Ouais, j'allais dire, du coup, tu parlais de 7 pilules. Il existe du coup un grand nombre de pilules différentes, dosées différemment. Comment on peut faire pour... enfin, est-ce qu'il faut constamment tester différentes pilules? Est-ce qu'il y en existe énormément ou ça va assez vite? Il y en a plusieurs, mais ça, c'est une question médicale. Parce que la pilule, avant, elle a un objectif médical de contraception. Donc ça, l'athlète, elle va voir son médecin et qui va décider avec elle selon son historique familial et selon ses tolérances, quelle est la meilleure méthode de contraception. Donc, on va pas choisir cela en fonction de son sport. C'est une première chose. On choisit en fonction, c'est un choix médical. Mais, par la suite, on va voir si ça s'adapte bien sur les plans sportifs aussi. Et si ce n'est pas une contrainte, parce que c'est une contrainte pour le sport et que le sport a une place importante pour la femme, en ce moment, on peut tester d'autres pilules. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, c'est une question d'essais, erreurs. On tente celle-là, ça marche pas, on tente une autre. C'est pour beaucoup de femmes très contraignant parce que quand ça marche pas, c'est désagréable. Parfois, quand ça marche pas, il y a beaucoup de maux de tête. Parfois, quand ça marche pas, il y a une prise de poids importante. Et,
Et donc, parfois, elles veulent juste pas continuer à essayer. Et donc, il y a d'autres options, mais ça, c'est une question avant tout médicale. Nous, dans la partie de l'accompagnement scientifique de la perf, on va juste essayer de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, une fois que ces choix médicaux ont déjà été pris. D'accord, super. Tu as parlé que c'est important de suivre ces phases. Mhm. Est-ce que tu as des outils, des applications ou quelque chose qui permettent de suivre ça assez simplement? Alors, oui, il y a plusieurs moyens. Je pense les classiques, ça peut être avec un cahier, on note les phases pour savoir un minimum, il est vraiment important pour des sportives de savoir si c'est cyclique, ok, cyclique, pardon, si c'est régulier, donc quelle est la cyclicité de mon cycle? Est-ce que c'est toujours 28 jours? Est-ce que quand je suis plus stressée, et stressée dans le sens large de terme, hein. Ça peut être parce que je sois blessée, et stressée parce que, enfin, ça veut dire que je suis en phase de restriction du poids. Quel est l'impact sur la longueur de mon cycle? Donc, suivre la longueur du cycle. La longueur du cycle c'est défini entre une règle et l'autre. Suivre la longueur des règles, parce que si les règles, elles sont trop longues, c'est-à-dire plus que 7 jours, ou bien si elles sont très abondantes, ça a un impact aussi sur la performance. Et ça, c'est important à suivre. Mais juste pour finir, je reviens sur l'abondance des règles, ça c'est un Ouais. paramètre important. Mais juste pour finir la réponse, donc on note ça soit sur un cahier si on n'aime pas les applis, soit il y a plein d'applis qui permettent déjà de donner les statistiques. Et donc, je pense que ce sont les deux moyens les plus simples. J'ai d'ailleurs, j'ai un e-book Cyclisport, c'est gratuit, hein, c'est offert sur mon compte Instagram. Si ça intéresse aux sportives qui nous écoutent, elles peuvent les télécharger parce qu'il y aura justement toutes ces indications. Qu'est-ce que c'est important de suivre au cours d'un cycle menstruel? Quels sont les paramètres? Comment j'ai fait? Comment je note et tout ça? Donc, il suffit d'aller sur mon compte, ça s'appelle Think Power, tiré de 8, sportive au pluriel, et il a un e-book qui explique tous ces détails. Super, on mettra le lien en description du podcast, il n'y a pas de souci. Du coup, tu voulais revenir sur l'abondance des règles? Oui, ça c'est un autre paramètre parce que il est souvent négligé. D'une part, parce que qu'est-ce que c'est l'abondance des règles? Est-ce que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup? Comment j'ai fait pour savoir ça? Notamment si c'est un sujet un peu tabou, les femmes peut-être ne vont pas vouloir en parler et parler qu'avec leur mère, on va dire, ça n'est pas un bon paramètre parce que si il manque toujours d'informations, pour les générations passées, ça manque encore plus d'informations. Mais juste pour être clair, l'abondance des règles entraîne une perte des fers. Et les fers, il est essentiel pour l'entraînement, pour la performance, pour faire fonctionner les muscles, parce que c'est ce qui permet le transport d'oxygène vers les muscles, vers le cerveau, etc. Donc, on a besoin du fer. Et 15 à 35% de sportives sont en carence de fer. Et si elles sont très proches d'un seuil, ce qui se passe, c'est quand elles ont les règles, ça diminue encore leur niveau de fer. Si les règles sont abondantes, cette diminution elle est d'autant plus importante et elle a un impact sur la performance parce qu'elles se sentiront plus fatiguées pendant leurs règles et elles ont plus du mal à se récupérer. Et si les règles sont abondantes, ça crée un cercle vicieux. Donc, c'est un facteur spécifique aux athlètes féminines à prendre en compte. Et par exemple, il y a des femmes qui vont partir en stage en altitude. C'est un paramètre d'autant plus important à mesurer, c'est les niveaux de fer. Ça, c'est les médecins qui doivent mesurer. Et s'il y a une carence en fer, c'est un professionnel de la santé qui peut prescrire la supplémentation en fer. Super, bah voilà, c'est très clair. On va parler un petit peu plus tard dans le podcast d'alimentation, du fait qu'on Mhm. peut apporter du fer dans l'alimentation. Mais avant tout, j'aimerais savoir, du coup, un peu pour résumer tout ça, quelles habitudes quotidiennes on peut mettre en place pour suivre simplement et continuer à performer, un peu un résumé de tout ce que tu nous as dit jusqu'à maintenant. Oui, je reviens sur les points que la performance, elle est multifactorielle, donc elle dépend de chaque facteur. Donc pour performer, on dépend d'un équilibre de ces
nombreux facteurs. Donc, l'alimentation, les sommeils, l'état de santé, l'état mental. Donc, tous ces facteurs ont une influence sur la performance. Sauf que certains facteurs, les cycles menstruels et la prise de la pilule, c'est un facteur de plus parmi tous ces facteurs. Donc, il est fondamental pour l'athlète, pour les sportifs, de savoir quelle est l'influence de chaque facteur, ou du moins, quels sont les facteurs les plus importants dans leur entraînement pour eux. C'est-à-dire, s'il a un sportif qui ressent beaucoup l'influence du sommeil, il est important de prioriser alors le sommeil. S'il a un sportif qui ressent beaucoup l'influence de la nutrition, il est important alors de prioriser la nutrition. S'il y en a celles qui ont une influence importante du cycle menstruel, on va donner un focus alors au cycle menstruel. D'accord, donc bien vérifier chaque phase, se connaître et puis aller chercher les petits détails dans chacune d'elles. Donc que ce soit alimentation, récupération, donc qui englobe le sommeil, tout ça, et du coup toute la phase de menstruation. Oui, il est important de se connaître parce que plus on se connaît, mieux on peut anticiper, mieux on peut s'entraîner, mieux on va se sentir avec nous-mêmes. Et c'est pas juste une façon de dire mieux se connaître. Non, ça change tout. Pour d'avoir échangé avec les sportifs et pour moi-même d'avoir connu tous les sujets des recherches avec lesquels je travaille, j'observe bien comment ça nous rend plus autonomes et de savoir déjà ce qui est en train de se passer dans notre corps et comment on réagit à ces différents facteurs. Parce que, par exemple, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent mal dormir ou dormir très peu et se récupèrent bien et enchaînent bien les séances d'entraînement. D'autres personnes, qui n'ont pas eu 9 heures de sommeil, vont pas avoir une bonne récupération. Donc, du moment qu'elles comprennent ça, elles peuvent prendre en main sa récupération. C'est pareil pour les cycles menstruels. Du moment qu'elles vont comprendre, dans cette phase, j'ai réagi de telle façon, dans cette phase, j'ai réagi de cette façon, elle peut anticiper. Et il y a aussi sur les cycles menstruels la question d'être un sujet qui est peu abordé, voire tabou. Et donc, il manque d'informations là-dessus. Et donc, s'approprier de ces paramètres et les comprendre comme un paramètre de la performance, au même titre que la nutrition, que le sommeil, que la récupération, etc., c'est aussi une façon de prendre sa carrière en main. Super. Alors, tu as parlé de nutrition. Mm-hmm. Du coup, on va aller un petit peu sur ce sujet. C'est quoi ta définition pour toi de bien manger? Déjà, je vais parler de bien manger, c'est de manger sans, sans restrictions importantes, c'est-à-dire de manger équilibré, sans essayer d'exclure un groupe des macronutriments, par exemple, parce que ça arrive aussi dans certains régimes de dire je vais diminuer drastiquement les carbohydrates, par exemple, ça arrive à beaucoup de femmes, et ça on sait que c'est bien néfaste pour l'équilibre hormonal, donc pour les cycles, donc pour leur performance. Donc bien manger pour moi, c'est manger équilibré. On Donc mange des de protéines, tout, des lipides et des glucides à oui, chaque on fois. mange de tout. On mange de tout. Il est important d'ailleurs pour la santé hormonale. Il faut aussi les lipides. On a besoin de ça pour bien faire fonctionner nos hormones. Et comme j'ai expliqué, j'espère que tout le monde a bien compris qu'on a besoin de ces hormones-là pour performer. Donc, on mange de tout de façon équilibrée. Et surtout pour les femmes, je dirais que sans trop se limiter parce qu'on voit beaucoup de problèmes associés à la restriction alimentaire plus que à manger naturellement. Et même si on a envie de manger quelque chose, parce que les femmes se reconnaîtront là-dessus, mais avant les règles, à la fin du cycle, on a envie de manger sucré, on a envie de manger plus, parce qu'il y a eu avec la progestérone une augmentation du métabolisme, donc on a plus faim, on a aussi, quand la progestérone chute, comme c'est une hormone antidépressive, et qui joue un rôle sur la sérotonine, on a envie de manger sucré parce qu'il nous manque cette sérotonine. Donc,
Ma recommandation, c'est mangeons de façon bien sûr équilibrée, mais sans trop de restrictions. Pour moi, c'est ça, une alimentation sans complexe. Privilégier le brut Oui, oui, bien aliments sûr, bien sûr. industriels. Mais aussi, mais sans trop réfléchir. Je pense que pour moi, c'est ça une bonne alimentation, c'est une alimentation sans trop des réflexions exagérées. C'est ça que je veux dire. Mais Mm. si je reviens sur les femmes, je donnerais aussi des pistes pour manger, donner un focus quand même sur les fers en vue de cette absence sur de nombreuses femmes qui ont une carence de fer. Donc, bien manger des aliments riches en fer et donc, notamment pendant la phase de menstruation pour les sportives, c'est vraiment très intéressant. Et si c'est fer, il est associé à la vitamine C, ça va améliorer l'absorption du fer. Et en plus, on va éloigner la consommation des cafés et du thé à l'approche de cette consommation des fers avec vitamine C pour encore une fois bien favoriser l'assimilation du fer. Mais ça, c'est un point particulier aux athlètes féminines que je recommande, même s'il y a des hommes aussi qui peuvent être en carence de fer. Donc, les consignes sont valables pour les hommes aussi. On peut peut-être expliquer les différences de fer, héminique et non héminique peut-être, ou ça a peu d'importance. Non, oui, il y a un fer héminique qui sera plus important à consommer, mais qui a une meilleure en fait absorption. Mais c'est pour ça que j'ai donné des pistes aussi, des penser à manger des aliments riches en fer avec la vitamine C pour améliorer l'absorption, parce que c'est ça, c'est aussi un défi, c'est l'absorption du fer. Et donc pendant la menstruation, on focus là-dessus, ça pourrait atténuer un peu les symptômes de fatigue qui ressentent les femmes quand elles font du sport pendant leur règle. Super, merci. Et du coup, je reviens juste sur ce que tu as dit. Pour ceux qui écoutent, on ne boit pas du thé juste après avoir mangé du fer parce que dans le thé, il y a des antinutriments qui empêchent l'absorption correcte du fer. Voilà, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, du thé, du café. Notre recommandation, c'est d'espacer au moins des 15 minutes, mais idéalement 1 heure. Par exemple, un petit-déj riche en fer, ça peut être un petit-déj avec des œufs, un jus d'orange frais pour conserver la vitamine C. Et donc, 1 heure après, on va boire du thé ou du café. C'est juste un exemple, hein. Mais dans ce sens aussi, toujours si ça intéresse les personnes qui nous écoutent, là sur mon compte aussi Instagram, j'ai mis en place, j'ai créé les premières barres énergétiques pensées pour les cycles menstruels des sportives. Donc en fait, vous avez compris. Donc j'ai mis un fer facilement assimilable pendant la phase de menstruation. Donc il y a un fer qui va être bien absorbé avec la vitamine C. Et j'ai mis quand même la caféine, mais de l'origine du guarana. Mais les types de fer que nous avons enrichis, les barres, ils seront bien absorbés malgré la caféine, parce que la caféine va donner les coups de boost qu'on a besoin pendant les règles. Super. Donc du coup, avoir une bonne hygiène de vie, c'est fondamental pour performer. Vous l'aurez compris. Euh, Maintenant, vous avez des bonnes recommandations sur quoi partir. Dans un monde où tout va vite, comment est-ce qu'on peut, quand on démarre, comment on peut allier la santé et la performance? Par quoi on démarre? Oui, on démarre par ce qui est prioritaire. Donc, on sait qu'il y a plusieurs facteurs qu'on peut essayer d'optimiser pour améliorer la performance. Comme je disais, les cycles, la nutrition, le sommeil, la récupération, la santé, etc. Bon, la santé, c'est fondamental. Déjà, on doit être en bonne santé pour progresser dans notre sport. Mais on commence par identifier ce que c'est fondamental, c'est que c'est prioritaire, c'est qui m'affecte le plus. Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est la nutrition? Est-ce que c'est les cycles? Et c'est par là qu'on commence. C'est ma Donc, suggestion, en tout cas, parce que on peut pas essayer de tout réguler non plus au risque de devenir, d'ajouter beaucoup trop de contraintes
Mm. et enlever le plaisir aussi du sport, hein, parce que c'est ça le but aussi, c'est d'avoir une pratique décomplexée, c'est ça, sans trop il faut manger comme ça, il faut manger comme ça, enfin, on va identifier qu'est-ce que c'est vraiment important, c'est qui m'affecte le plus dans mon entraînement. Et pour les femmes, je suggère vraiment d'essayer de comprendre l'influence du cycle parce que c'est peut-être quelque chose qui passe à côté parce qu'on n'entend pas assez. Mais du moment qu'on a identifié cela, on va donner la priorité aux facteurs qui ont la plus grande influence. Et c'est déjà ça. Super. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un point particulier qu'on n'aurait pas évoqué et que tu souhaiterais parler? Non, je pense que nous avons fait les tours. Je pense que sur les sujets des spécificités féminines, il y en a beaucoup d'autres facteurs parce qu'on est resté sur les cycles menstruels. Et là, c'est vrai qu'il est assez complexe déjà et il varie d'une femme à l'autre, donc il n'y a pas une recette magique à préconiser. Mais il est spécifique aussi aux athlètes féminines. L'entraînement de plancher pelvien, c'est important. C'est un facteur aussi important à prendre en compte. On va faire la préparation physique, on fait toute la contraction des muscles superficiels des abdomens, mais il faut penser aussi lors des gainages, lors des exercices de toute préparation physique, de bien apprendre à contracter les périnées. Ça, c'est quelque chose d'important et spécifique. Bon, les hommes aussi peuvent contracter les périnées, ça c'est pas la question, mais pour les femmes, ont des conséquences. Donc, c'est important de travailler cela. Elles peuvent avoir des conséquences déjà dans des sports qui ont d'impact. Et donc, l'incontinence urinaire d'effort, ça c'est Mhm. assez commun. 7 femmes sur 10 qui pratiquent du sport ont l'incontinence urinaire d'effort. Donc, par aussi manque on apprend à faire des abdos, mais on n'apprend pas à contracter les périnées. Donc, ça, c'est un facteur important. Et surtout après la grossesse. Donc, ce sont des paramètres à prendre en compte aussi pour les athlètes féminines. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un ou deux exercices qu'on pourrait faire, enfin que les femmes peuvent Et faire du coup? oui, la contraction du périnée, on va essayer dès qu'on fait des exercices de gainage, par exemple, où on peut commencer sans aucun exercice, déplacer les nombrils comme si on essayait de coller les nombrils au fond de la colonne. Là, on va les rentrer les nombrils et on fait une contraction du périnée comme si on avait envie d'aller aux toilettes, mais on doit retenir. Et donc, on commence déjà à apprendre à contracter. On doit apprendre à relaxer aussi les périnées. Donc, on fait l'exercice des contractions, on rentre les nombrils, on fait cette contraction et après aussi, on apprend bien à relaxer. Les deux fonctions, elles sont importantes. Et après, on essaye d'intégrer ces types de contractions dans les exercices qu'on fait. Si on fait des squats, par exemple, on essaye de contracter et on essaye aussi de relaxer jusqu'à ce que cela soit automatisé. Il faut faire des cycles, 30 secondes, une minute, combien de Ah, séries? 30 secondes, ça pourrait être déjà un défi si on n'a jamais fait une contraction, hein. Donc, on D'accord. commence, on essaye au max, on fait une contraction le plus longtemps possible et on verra, et beaucoup de femmes vont avoir du mal déjà à 5 secondes. C'est déjà difficile, mais au fur et à mesure qu'on s'entraîne, on arrive à garder cette contraction plus longtemps et après, ça c'est très bien qu'elle s'intègre de façon naturelle avec les exercices de musculation, de préparation physique et des courses à pied. Il y a beaucoup de recommandations là-dessus. C'est pas mon expertise parce que c'est pas là où je place mes recherches. Mhm. Donc, mes recommandations sont peut-être un peu trop généralistes, mais d'essayer de se renseigner comment bien apprendre à faire les exercices. Il y a aussi beaucoup de kinés experts là-dessus qui peuvent aider les femmes. Et pour celles qui vont s'identifier avec l'incontinence urinaire d'effort, je pense que c'est fondamental de chercher de l'aide pour apprendre à renforcer les périnées parce qu'il c'est réversible. On peut corriger cela et surtout si on a déjà l'incontinence urinaire d'effort avant la grossesse, bah, il faut bien s'entraîner parce qu'après la grossesse, ça risque de s'empirer. Super. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est les compléments alimentaires. Mhm. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qui sont obligatoires ou alors c'est absolument pas obligatoire, l'alimentation suffit?
Je pense, je pense que ça, bon, je ne sais pas mon expertise de la nutrition, donc j'ai créé les premières marques des barres énergétiques conçues pour les cycles menstruels des sportifs. Je suis pas nutritionniste. Donc, je préfère ne pas trop faire des recommandations là-dessus, même si j'ai fait des recommandations qui sont spécifiques pour les cycles, là où c'est mon expertise. Mais je pense que la nutrition, une alimentation variée devrait être en mesure de combler tous les besoins, mais on sait que dans la vie de tous les jours, parfois, on n'a pas le temps de se faire à manger comme on voulait, et de préparer à manger comme on voulait. Et peut-être que c'est nécessaire, oui, des compléments, mais je pense que dans ces cas, il serait bien d'avoir aussi l'indication d'un nutritionniste pour les compléments. Super. Et pour les femmes, je reviens encore sur le cycle parce que c'est là où se trouve mon expertise. Mais par exemple, certaines femmes ont vraiment beaucoup de douleurs ou ont des douleurs pendant leurs règles. Et de ces faits, et ces douleurs, elles sont associées à un environnement inflammatoire, pro-inflammatoire. Et donc, on a des recommandations et ça marche très bien pour beaucoup de sportives, l'oméga 3, parce qu'il y a des études montrant l'effet bénéfique de l'oméga 3 pour la réduction de cet environnement inflammatoire et donc la réduction des douleurs aussi des règles. Et donc, on recommande pour les sportifs qu'on accompagne, qu'on voit qu'elles ont beaucoup de douleurs, qu'elles ont souvent des douleurs des règles, on va recommander alors les poissons gras qui sont riches en oméga 3. Mais c'est vrai que parfois, c'est pas évident de manger des poissons gras à l'approche des règles. On dit, vous pouvez commander du japonais, la nourriture japonaise. Mais si on a besoin d'une semaine avant des règles de bien booster l'oméga 3, donc les compléments dans ces cas, par exemple, sont très intéressants. Et il y a des études montrant que pour les sportives, pour les femmes notamment, c'est très intéressant. La créatine ont des effets à la fois sur la performance et sur la santé des sportives. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de compléments qui peuvent être intéressants, mais il serait bien d'avoir un accompagnement de nutritionniste pour bien savoir s'ils sont véritablement nécessaires. Super, c'est très clair. Écoute, on a fait le tour. Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver si elles ont des questions ou si elles veulent en apprendre un petit peu plus sur toi? Alors, avec plaisir pour me retrouver sur mon compte Instagram, c'est fempower-sportive. C'est là où je communique, je vulgarise les recherches, pas que celles que je mène à l'INSEP, mais celles que les actualités scientifiques au sujet de l'entraînement pour les sportives, donc pour les femmes sportives, que ce soit de l'haut niveau ou l'amatrice. Mais c'est là où vous pouvez me trouver, me poser des questions, télécharger les books, acheter les barres. C'est comme vous voulez. Super, on mettra les liens dans les notes de l'épisode, il n'y a pas de problème. Écoute, je te remercie beaucoup en tout cas pour ton temps, c'était hyper enrichissant. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié écouter ce podcast. Et puis Juliana, je te dis à bientôt en tout cas pour peut-être un prochain épisode. À bientôt. Salut. Salut, merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.